Aujourd'hui, Sephora est partout. Dans les rues, en ligne, dans les gares, sur Instagram, TikTok, YouTube, dans nos trousses de toilettes. L'enseigne vend tout ce qui touche à la beauté, du rouge à lèvres à 13 € à la crème hydratante à 200. Avec un catalogue de près de 500 marques, Sephora s'adresse à toutes les générations, tous les besoins, tous les budgets. Mais si aujourd'hui il nous paraît normal de flâner dans les rayons, un panier à la main à tester tout ce qui nous fait envie, sachez que ça n'a pas toujours été le cas. Alors comment cette enseigne française est-elle devenue un géant mondial de la beauté? Qu'est-ce qui fait son succès, sa puissance et sa prospérité plus de 50 ans après sa création? Vous vous attendez peut-être à d'énormes scandales comme on a pu le voir dans l'histoire de Victoria's Secret ou d'American Apparel, mais ici, rien de tout ça. Dommage, sauf que c'est justement ça qui est intéressant. Bonjour et bienvenue dans l'histoire de Sephora. Sephora. Alors, juste avant de commencer, je voudrais juste vous parler du lissage absolument exceptionnel que je me suis fait en à peine 10 minutes grâce au lisseur GHD Chronomax. Vu mes talents très limités en coiffure, c'était pas gagné, sauf que là, le Chronomax, il a l'avantage d'avoir des plaques larges, donc déjà, c'est 3 fois plus rapide, mais en plus, il détruit pas les cheveux, ça tient, ça fait briller, enfin, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés, honnêtement. Et d'ailleurs, pour l'achat d'un lisseur, vous avez une brosse offerte, donc ça fait toujours plaisir. Je vous mets le lien en description. L'histoire commence en 1969 en France, et c'est à Limoges qu'un jeune homme de 22 ans changera l'avenir de la parfumerie. Cet homme, c'est Dominique Mandonneau. Lui, il vient d'une famille de commerçants depuis plusieurs générations, donc autant vous dire que notre cher Dominique a lui aussi un bel esprit entrepreneurial. À cette époque, la France post-68 entre dans une nouvelle ère de consommation. Les grandes surfaces explosent, le self-service s'impose peu à peu et surtout, les attentes des consommateurs changent. On veut choisir soi-même, toucher, tester. Et c'est dans ce contexte que Dominique Mandonneau a une idée radicalement nouvelle. Bousculer les codes de la parfumerie traditionnelle en appliquant la logique du libre service à des produits de luxe. Aujourd'hui, ça paraît banal de sentir soi-même un parfum ou de tester un rouge à lèvres sur sa main, mais à la fin des années 60, ce genre d'expérience client n'existe pratiquement pas. Les produits sont rangés derrière le comptoir et pour tester un parfum, il faut solliciter le vendeur. Mandonneau, lui, il imagine un espace ouvert où chacun peut explorer librement. Pas pour se passer des vendeurs, mais pour justement laisser le choix, être autonome ou bien se faire conseiller. Bref, il casse le rapport figé entre client et vendeur et offre une beauté plus libre, plus accessible. Il appelle sa première parfumerie Shop 8, pas encore Sephora donc, en référence à la carte de fidélité mise en place. Après 7 achats, le 8e est offert. Un système simple et qui paraît évident aujourd'hui, mais redoutablement efficace pour fidéliser une clientèle séduite par cette approche plus libre. Côté marque, Shop 8 ne travaille pas tout de suite avec les grandes maisons de luxe. L'offre est plutôt composée de marques accessibles, en phase justement avec sa volonté de démocratiser la beauté. Mais il y a quand même quelques références plus prestigieuses qui apparaissent ponctuellement. Mais de toute manière, c'est pas qu'une question de produit. Dès ses débuts, Shop 8 pose les bases d'un positionnement inédit dans la beauté. Un mélange d'accessibilité et de chic à la française. Prix raisonnable mais ambiance soignée. Une sorte de grande surface haut de gamme pensée pour que chacun puisse s'y sentir légitime. Rapidement, Shop 8 s'étend au-delà de Limoges et ouvre plusieurs boutiques du centre de la France jusqu'au sud. Puis en 1979, soit 10 ans après le lancement du concept original, Shop 8 s'implante à Paris, ce qui marque l'entrée de l'enseigne sur la capitale. Au fil des années, Shop 8 diversifie son offre en intégrant des produits de maquillage et de soins, en plus des parfums, et aussi quelques objets un petit peu fantaisie sur le côté. Mais ce virage vers un lieu de beauté un peu complet, avec des catégories élargies et une logique de sélection plus poussée, s'amplifiera un petit peu plus tard. À ce stade, Shop 8 reste une enseigne encore régionale, mais déjà très visionnaire. Les femmes sont capricieuses, frivoles, dépensières, séductrices. Alors forcément, elles passent leur vie chez Sephora. Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir sans elles ?
À la fin des années 80, Shop 8 n'est plus une petite parfumerie provinciale. L'enseigne s'est bien développée, elle a mis un pied à Paris, et surtout, elle séduit un public plus large et prouve déjà qu'un autre modèle est possible. Mais pour passer de ce concept malin à une marque, une enseigne d'envergure nationale et même plus tard internationale, il faut autre chose. Il faut une stratégie, il faut une vision plus structurée et il faut surtout de l'argent. Beaucoup d'argent. En coulisses, Shop 8 attire dès le début des années 90 des investisseurs. Tout ça, c'est super, mais on ne parle toujours pas de Sephora. Et bien justement, on y vient. En 1993, Mandono et ses 3 investisseurs font un montage financier de 360 millions de francs, soit l'équivalent de 90 millions d'euros, ce qui leur permet de racheter un réseau de 38 parfumeries françaises alors détenues par le groupe britannique Boots. Alors Boots, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le réseau, c'est même carrément le réseau pharmacie et parapharmacie en Angleterre. Quoi qu'il en soit, nous, pour l'instant, on est en France et donc Shop 8 rachète ce fameux réseau de 38 parfumeries. Et ces parfumeries, elles portent un nom qui, à ce moment-là, n'a pas encore la puissance d'une marque, mais qui va bientôt tout changer, Sephora. L'idée est de fusionner les 2 réseaux pour créer une enseigne puissante, visible et capable de dominer le marché français. Et c'est donc aussi à ce moment-là que le nom Shop 8 est abandonné au profit de Sephora, un nom inspiré de l'épouse de Moïse dans la Bible, réputée dans les textes pour sa grande beauté. Et c'est vrai que ça a quand même beaucoup plus de gueule pour une enseigne de parfumerie et de cosmétiques que Shop 8. Et alors là, laissez-moi vous dire que le rebranding s'accompagne d'un sacré chantier. Près de 95 millions de francs sont investis dès l'année suivante pour uniformiser et moderniser les boutiques. Mandono fait d'ailleurs des choix radicaux, il stoppe la vente de bijoux fantaisie et autres produits de bazar aussi vendus en boutique, quitte à voir le chiffre d'affaires chuter temporairement de 30%. Et surtout, il impose une signature visuelle, les rayures noires et blanches qui deviennent alors l'emblème de Sephora. Sur les enseignes, sur les sacs, dans les rayons, sur les uniformes, cette identité visuelle permet un contraste fort qui évoque à la fois le luxe et l'accessibilité. On est maintenant dans une vraie bonne première version du Sephora qu'on connaît aujourd'hui. Et forcément, une enseigne aussi visionnaire dans sa manière de penser la beauté, ça ne passe pas inaperçu. En 1997, alors que Sephora est en pleine ascension, la question de son avenir se pose et en coulisses, les prétendants se multiplient. Pinot Printemps, le groupe allemand Douglas et surtout un nom que tout le monde surveille, LVMH, qui vient tout juste de s'offrir DFS, leader mondial du duty-free. Ça tombe bien, à ce moment-là, les actionnaires de Sephora veulent sortir. Tout comme Dominique Mandono, qui détient encore 20% du capital et qui souhaite prendre un petit peu de champ. Et donc, qui rachète absolument tout, le seul, l'unique LVMH. LVMH débourse environ 1,6 milliard de francs, soit une valorisation de plus de 30 fois le résultat net. C'est juste énorme. Mais pour Bernard Arnault, directeur général du groupe LVMH, l'enjeu n'est pas juste de faire une bonne affaire. Il veut intégrer Sephora dans une stratégie beaucoup plus vaste. Et pour cause, en 96, juste avant le rachat donc, Sephora frappe un grand coup avec l'ouverture de son flagship sur les Champs-Élysées. Un espace de 1500 m², ouvert 7 jours sur 7 jusqu'à minuit. Bon, aujourd'hui c'est plutôt 21h30, mais en tout cas un espace pensé comme un véritable lieu de vie. À l'intérieur, tout est pensé pour casser les codes de la parfumerie classique. Tapis rouge, éclairage bien pensé, testeur à gogo, conseil beauté. On n'est plus dans un magasin, on est dans une expérience immersive, presque même dans un spectacle. Commercialement, c'est un succès, des milliers de visiteurs par semaine, plus de 200 millions de francs de chiffre d'affaires annuel et surtout un prototype exportable. Ce flagship devient un argument décisif pour LVMH qui voit là la démonstration concrète du potentiel international du modèle. Cette même année, en 1996 donc, Sephora est déjà leader du marché français de la parfumerie sélective. 1162 milliards de francs de chiffre d'affaires et 53 points de vente en France. Bref, la machine est lancée, prochaine étape, l'international.
Car LVMH ne veut pas simplement produire des parfums et des cosmétiques, il veut maîtriser la distribution elle-même. Donc évidemment, détenir des marques comme Dior, Guerlain, Benefit, Givenchy, Kenzo, mais aussi l'endroit où elles sont vendues. Et Sephora, avec son positionnement accessible mais désirable, est la pièce manquante parfaite dans l'échiquier du groupe. Bah oui, parce qu'en reprenant la main sur la distribution de ses marques via les magasins Sephora, LVMH peut protéger ses marques, maîtriser son image et restaurer la rentabilité du pôle parfumerie beauté qui est un peu en difficulté à cette époque, en grande partie à cause de la vente via des circuits parallèles et les baisses de marge. Quoi qu'il en soit, en 1997 donc, Sephora est accueilli à bras ouverts chez LVMH et Mandono quant à lui quitte ses fonctions opérationnelles mais conserve quand même un siège au conseil d'administration. L'enseigne change d'échelle et le monde de la beauté, lui, vient de changer de visage. Bernard Arnault a un plan, une stratégie d'empire. Sephora prévoit déjà d'ouvrir 16 magasins par an, dont la moitié à l'étranger, et dès la fin des années 90, les ouvertures s'enchaînent à travers l'Europe. Italie, Espagne, Pologne, Portugal, tout ça grâce à un autre rachat malin, celui de la chaîne Marie-Jeanne Godard, une enseigne concurrente qui possède 80 magasins un peu partout en Europe, mais dans des villes de taille moyenne et pas seulement dans des grandes métropoles. Donc là encore, c'est du pain béni puisque cette acquisition permet à LVMH de renforcer la présence de Sephora sur le marché en convertissant progressivement chacun de ses points de vente sous l'enseigne Sephora. En quelques mois, Sephora passe du statut de leader français à maintenant un acteur européen majeur. Mais c'est pas qu'une question de mètres carrés. Sephora commence à développer discrètement ce qui va faire sa signature dans les années 2000, les exclusivités. On en reparlera un petit peu plus tard, mais déjà à cette époque, certaines marques et produits sont disponibles uniquement chez eux. Alors, c'est pas encore montré comme un concept à part entière, ou du moins formalisé comme un levier marketing, mais ce qui est sûr, c'est que ça positionne Sephora comme le distributeur qui propose ce que les autres n'ont pas. Et pour repérer les bons produits avant tout le monde, Sephora met en place un système, ma foi, très connu, très simple, mais surtout très efficace, le modèle Test and Learn. En gros, une marque ou un produit est d'abord introduit dans quelques points de vente stratégiques. Si ça cartonne, on scale sur toute la chaîne. Si ça floppe, on retire discrètement. Si vous voulez, ce système leur permet de coller aux tendances, mais sans se brûler. Et c'est aussi à cette époque que Sephora commence doucement à introduire ses propres produits. Alors, là aussi, pas encore sous le nom officiel Sephora Collection et pas encore avec du soin ou du maquillage comme on peut en voir un ribambelle en rayon de nos jours, mais avec une première gamme pour le bain. Ça, vous vous en rappelez peut-être, il y avait des boules de bain effervescentes ultra colorées, il y avait aussi des confettis pour le bain et les fameuses perles de bain qui étaient présentées sur des stands où on pouvait les choisir un peu comme des bonbons. Enfin, t'avais presque envie de les manger, quoi. Et ça, on l'a vu pendant toute la première partie des années 2000. Aujourd'hui, il y a encore quelques produits pour le bain, mais plus tout ce côté ludique du bain. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un des trucs qui a marqué l'entrée de Sephora dans la pop culture. Enfin, en tout cas, c'est un peu le premier souvenir de Sephora que j'ai. C'était ludique, pop, sensoriel, et c'était déjà du Sephora dans l'idée d'une beauté fun et désirable. C'est d'ailleurs à cette époque que Sephora commence à construire son ton. Plus direct, plus libre, plus jeune que celui des grandes enseignes historiques comme Marionneau. Bref, au tournant des années 2000, presque tout est en place. Un branding fort, une expérience unique en magasin, un contrôle de l'offre, une stratégie de test and learn, l'Europe est conquise. Prochaine étape, le digital et la conquête du monde. À la fin des années 90, LVMH voit grand, très grand. C'est plus un secret pour personne, le groupe veut faire de Sephora un géant mondial et l'étape incontournable pour y parvenir, c'est évidemment les États-Unis. Le 17 juillet 1998,
Sephora ouvre sa première boutique américaine à New York, dans le quartier de Soho, avec pour ambition d'y imposer son concept de libre-service chic face aux grands magasins traditionnels tels que Macy's et Bloomingdale's qui dominent alors largement le marché de la beauté sélective aux États-Unis. Mais l'arrivée en Amérique se heurte d'emblée à des habitudes de consommation très différentes et ce rêve américain s'avère être plus complexe que prévu. En fait, le concept même de toucher, tester, expérimenter pour du haut de gamme dérange un peu. Aux États-Unis, les cosmétiques luxe sont encore majoritairement vendus derrière des comptoirs avec des vendeurs attitrés à chaque marque. Et le souci, c'est que certaines maisons prestigieuses craignent une dilution de leur image. Sephora doit donc mener un travail de conviction pour démontrer que son modèle ne détruit pas la valeur des marques, mais l'amplifie. Mais bon, il en faut plus pour faire peur à Sephora et LVMH. Et donc, dès 1999, Sephora lance son site de e-commerce aux États-Unis, bien avant de le faire en France, qui est pourtant le pays d'origine de l'enseigne. Là, c'est un signe, le marché américain s'impose comme un véritable terrain d'essai pour Sephora. Vous vous en rappelez, on a déjà évoqué le fait que Sephora proposait des marques en exclusivité, mais sans forcément le mettre en avant. Et bien justement, en 2004, toujours aux États-Unis, la marque met en place une sélection baptisée Only at Sephora, uniquement chez Sephora en français, qui regroupe des marques distribuées en exclusivité. Franchement, c'est sans doute l'arme stratégique la plus puissante de Sephora, puisqu'être le seul point de vente d'une marque, qui plus est d'une marque tendance, ça permet de drainer un trafic exclusif et de renforcer la désirabilité de l'enseigne. So thinking back to when we first came to the US and, our first store in Soho in 1988, brands didn't want to work with us. So we were on the other side, right? And at that time, it was really about department stores and it was really hard to get brands to come to Sephora. So we were like, well, we need to fill something in the shelves. And so we started this idea of, getting in these indie brands that didn't have other ways to tell their stories, brands that are now household names like Too Faced or Tarte or, if you think about Urban Decay, I mean, this was really the launching pad for a lot of these brands. Alors on va quand même s'énumérer quelques exclus mythiques. Il y a eu Urban Decay et sa palette Naked, Benefit qui appartient d'ailleurs à LVMH, Too Faced, Tarte ou plus récemment Drunk Elephant, Kosas, Ole Henriksen qui appartient aussi à LVMH, Gisou ou Gizou, je sais jamais comment le dire. Enfin bref, ce concept de génie, il a d'abord été développé aux États-Unis qui deviennent en fait le terrain d'essai du Sephora du futur. Alors, ce rôle un peu de laboratoire aux US plutôt qu'en France s'explique aussi par la taille et la maturité du marché américain où la concurrence est quand même assez rude, les clientes sont très exigeantes et les tendances en constante évolution. Et s'il y a bien un secteur où les tendances changent super vite, et encore plus aujourd'hui d'ailleurs, c'est bien le monde de la beauté. Donc pour Sephora, réussir aux États-Unis revient à valider un concept mondial qu'ils peuvent ensuite exporter dans le reste du monde. Donc même si Sephora a un peu galéré au début à s'implanter sur ce marché, ça l'a obligé à s'adapter et à innover pour finir par s'imposer au point de faire des États-Unis l'un de ses plus gros marchés mondiaux. Et donc, dans les années 2000, pendant que Sephora affine sa stratégie américaine, une autre conquête s'organise, celle du reste du monde. Chine, Singapour, Dubaï et j'en passe, le but est d'installer Sephora comme une référence beauté incontournable partout où ça compte. En 2005, le site e-commerce français est enfin lancé, puis dans les autres pays, et en boutique, l'expérience Sephora se formalise. Le client entre dans un environnement codifié avec donc les fameuses exclusivités uniquement chez Sephora, mais aussi des conseillers coach beauté et la possibilité d'avoir sa carte de fidélité gratuite pour profiter d'offres spéciales. Alors bon, une carte de fidélité, vous me direz, rien de plus basique, mais là où ils sont forts, c'est qu'il y en a 3. La carte White, pour tout le monde dès le premier achat, la carte Black et la carte Gold, le Graal, à partir de 1500 points, avec accès à des événements et avantages exclusifs. C'est tout bonnement un système de reconnaissance statutaire inspiré du luxe, mais pensé pour s'appliquer à tous. Et ce que je trouve d'autant plus fort, c'est que malgré ces 3 niveaux qui créent clairement de la désirabilité, ils gardent quand même un esprit accessible. Peu importe la carte, on a droit à des offres régulières toute l'année. Évidemment, c'est pas juste fait pour faire des cadeaux aux clients, mais c'est fait pour vendre, sauf que ça marche. En tout cas, sur moi, ça fonctionne. Parce que là où Sephora met un point d'honneur, c'est sur le service. Ils le disent eux-mêmes, servir nos clients est notre passion. Nous sommes animés par l'ambition d'offrir à notre communauté une expérience de beauté de prestige, innovante et différente. Notre premier engagement en matière de beauté est la sélection. Nous nous attachons à offrir à nos clients les meilleurs produits des marques auxquelles ils font confiance.
Tout ça grâce à des milliers de collaborateurs à travers le monde et bien évidemment les équipes d'experts conseils en boutique. Alors, on dirait qu'on m'a payé pour dire ce que je dis, je vous assure que non. Et d'ailleurs, je me permets de nuancer un peu au niveau des conseillers. Il y a quand même eu, quelques petits couacs de temps à autre. Il m'est par exemple arrivé à plusieurs reprises que l'on m'applique l'anti-cerne ou le rouge à lèvres que l'on m'a proposé de tester sans désinfecter le produit au préalable, ce qui est pas super niveau hygiène. Mais bon, franchement, j'ai personnellement été toujours bien conseillée. Et d'ailleurs, en 2008, Sephora lance la Sephora University pour justement former les conseillers de vente qui ne possèdent pas nécessairement de diplôme spécifique dans ce domaine. Là encore, un concept d'abord testé aux États-Unis qui a ensuite été exporté en Europe. You know, beyond the product assortment, our secret sauce 1000% is our beauty advisors. So again, going back to the history of Sephora, we started with non-commissioned salespeople. We really believed in educating our beauty advisors. L'ADN de Sephora, c'est son offre, c'est croire en magasin et c'est croire en l'humain dans les magasins. Et ce qui est impressionnant chez Sephora, c'est que on n'a pas juste un job, c'est Sephora, on a aussi des carrières. Un bon nombre de nos patronnes de magasins ont commencé comme conseillères beauté en magasin et ont des carrières chez nous. Sachez qu'on a au siège mondial de Sephora ce qu'on appelle la Sephora University qui a été créée il y a plus de 20 ans et qui forme chaque année 10 000 personnes par an, 70% en virtuel, 30% en face à face pour à la fois faire progresser nos équipes sur l'aspect technique, par exemple les techniques de maquillage, mais aussi sur l'aspect conseil en clientèle et sur l'aspect managérial. Et puis, autre point stratégique, c'est l'apparition progressive de Sephora Collection. Alors oui, il y avait les produits pour le bain, mais là c'est une vraie marque qui est créée avec une grande gamme de soins et de maquillage sous la bannière Sephora Collection. La recette est simple, des produits qui démocratisent les nouvelles tendances beauté avec une gamme de produits toujours à la pointe et à faible coût. Et forcément, comme c'est la marque propre de Sephora, il n'y a aucun intermédiaire et aucun intermédiaire, ça veut dire plus de marge. Donc bon, tout ça est un peu descriptif, mais en fait, c'est plein de détails comme ça qui, mis bout à bout, font la force de cette enseigne partout dans le monde. Partout dans le monde, oui, mais malgré cette volonté de se standardiser, Sephora ne fait pas du copier-coller bête et méchant. Le modèle s'adapte à chaque pays. En gros, une stratégie globale, mais des ajustements locaux. Un peu comme McDo qui garde son Big Mac partout, mais qui propose des menus adaptés à chaque culture. Alors, néanmoins, cette logique de localisation a aussi ses limites, et le meilleur exemple, c'est la Corée du Sud, où la beauté est clairement une religion. Sephora, elle y arrive en 2019 avec un premier magasin à Séoul, sauf qu'arriver dans un marché aussi concurrentiel, avec des géants locaux comme Olive Young, même pour Sephora, en fait, ça le fait pas trop. Alors, ils ont eu raison de tester, mais ils ont quand même dû plier bagage en avril 2024 et complètement se retirer du marché sud-coréen. Mais bon, ça reste une exception et c'est vrai que c'est quand même un pays où la beauté a une telle importance avec des acteurs déjà tellement implantés que j'imagine bien que c'est tout simplement une galère de se faire une place, quoi. Quoi qu'il en soit, nous on est dans les années 2010 et un nouveau tournant s'amorce. L'ère des beauty addicts débute, Instagram voit le jour, le métier d'influenceur se développe. Et ça, Sephora le comprend très vite. Les tutoriels explosent et certains produits deviennent des stars. Le meilleur exemple qu'on a déjà évoqué, c'est la palette Naked d'Urban Decay, qui a clairement été propulsée par YouTube. Et donc, Sephora, toujours à la pointe, ne tarde pas à collaborer avec des influenceurs, à créer sa propre communauté et à encourager la viralité. À partir de 2015, Sephora devient l'un des premiers acteurs de la beauté sélective à proposer une vraie expérience omnicanal. On entre dans l'ère du phygital où chaque geste beauté peut commencer sur un écran et se terminer en magasin ou l'inverse. L'achat en ligne ne se contente plus d'être une alternative, il devient une extension de l'expérience boutique. En parallèle, la digitalisation des points de vente eux-mêmes s'accélère. Skin Scanner pour un diagnostic de peau digitale,
miroirs connectés et compagnie. On pourrait se dire que ça fait quand même un peu gadget, sauf qu'ici, ces innovations sont réellement des outils au service de la transformation client et des outils qui se mêlent à d'autres services moins digitaux, on peut dire, qui sont aussi super intéressants. And one of the things that I've always loved and appreciated about Sephora is that we've never looked at technology as a way of replacing the human interaction. Beauty is so tactile, it's so demonstrative, it's such a category where there's a deep passion around it, right? I mean, everybody has a first beauty story. Everybody knows the first time they went and got their makeup done, or the first lipstick they bought, or, you know, I have those stories too. And so I think that human connection is so important. Et en effet, dès 2016, on commence à retrouver en boutique des services express très clairement inspirés des instituts de beauté classiques, avec des beauty bars, beauty hub et skincare bars où on peut faire des soins divers et variés. Là encore, l'enseigne est franchement trop forte puisque ces soins permettent de créer un trafic en magasin et de prolonger l'expérience beauté au-delà du simple achat. Rendez-vous compte, dans ces 34 pays d'implantation, en ligne comme en boutique, la promesse est toujours la même depuis le jour 1. Découvrir, tester, choisir, le tout avec plaisir. À cette époque, Sephora devient également une marque média. YouTube, Instagram, TikTok, Sephora ne fait pas que s'y montrer, elle y performe. Que ce soit via son contenu organique ou via ses collaborations à grande échelle avec des influenceurs, Sephora sait raconter des histoires, créer de la désirabilité, faire naître le « j'en ai besoin tout de suite ». S'il y a bien une stratégie d'influence iconique dont il faut parler, c'est sans doute la valise Sephora. La valise Sephora, c'est un bon gros sac rempli des nouveautés les plus désirables de la saison à venir qui est envoyé chaque année aux influenceurs et aux journalistes. Regardez ce que j'ai reçu. Je suis trop contente. Pour vous expliquer, Sephora, ils envoient, je crois que c'est 2 fois par an, une grosse valise de produits. Pour information, c'est un des seuls giftings que j'accepte parce que c'est vraiment des produits que j'aurais acheté en règle générale. Je suis une grande fan de Sephora et ça me tient toute l'année. Vraiment, à chaque fois que je reçois cette valise, je suis la plus heureuse et on va l'unboxer ensemble. Let's go! On a toujours un petit catalogue avec toutes les nouveautés qui sortent. Première chose que je vois, c'est une petite box avec plein de produits différents. Pas mal. Le but, c'est bien sûr de leur permettre de tester les nouveautés et surtout de pouvoir en parler sur les réseaux sociaux pour créer de la désirabilité avant même que les produits soient disponibles en magasin. Honnêtement, c'est une belle idée. Bref, Sephora ne se contente plus de suivre les tendances, elle les met en scène, elle les met en ligne et surtout, elle les développe. Un exemple très parlant de Sephora comme incubateur un peu de tendance, c'est par exemple la K-Beauty, beauté coréenne, qu'on voit clairement partout aujourd'hui, masque en tissu, cushion compact, soins en couche, tout ça, ça vient de Corée du Sud, mais ça n'a pas toujours été dans nos magasins. C'est à peu près à partir de 2015 qu'on commence à voir de la K-Beauty dans nos rayons, et une des premières enseignes à l'avoir intégrée à son offre, c'est Sephora. La marque Dr. Jart, par exemple, arrive à cette période dans les rayons plusieurs années avant le gros boom de la K-Beauty en Occident. Et aujourd'hui, il y a carrément une catégorie K-Beauty sur le site avec des marques comme La Neige, Beauty of Joseon, Herborian, qui pour le coup est une marque franco-coréenne, et plein d'autres marques. Et toutes les autres tendances du moment sont elles aussi présentes sur le site sous la catégorie Beauty Trends. Alors, stratégie, réseaux sociaux et influence ultra pertinente, forte réactivité face aux tendances. Ok, mais on oublie un autre point essentiel à la puissance de Sephora. Les marques de stars dispo elles aussi en exclusivité. La première, elle est arrivée en 2017, j'ai nommé Fenty Beauty par la seule, l'unique Rihanna. Here we are with the creator of Fenty Beauty, Rihanna. We're going to show you how to get the Fenty face. Le lancement est un séisme, 40 teintes de fond de teint dès le jour 1, un message inclusif fort, un storytelling et une esthétique ultra maîtrisée. Fenty explose tout. Mais ce succès fulgurant, il tient aussi à Sephora qui orchestre le lancement comme un véritable événement culturel, en magasin comme en ligne. Sephora devient en fait le tremplin stratégique de Fenty et sans le savoir encore de toute une génération de marques de stars. Car avec ce lancement, un nouveau modèle s'impose. Celui où les célébrités ne prêtent plus juste leur image, mais leur vision et leur narration. Et presque à chaque fois, Sephora en devient la scène.
Aujourd'hui, l'enseigne est le distributeur exclusif ou privilégié de marques comme Rare Beauty par Selena Gomez. Selena Gomez, pour rappel, c'est quand même 419 millions d'abonnés sur Instagram. Host Labs par Lady Gaga, REM Beauty par Ariana Grande et même Rhode par Hailey Bieber qui devrait arriver cette année chez Sephora. Alors, sûrement aux États-Unis pour l'instant, mais ce sera très certainement étendu par la suite. En tout cas, à chaque fois, c'est le même schéma. Une marque très incarnée, une esthétique virale et Sephora comme unique tremplin ou revendeur des marques de célébrités. Je le redis, mais la force de Sephora, c'est que c'est pas juste un distributeur, mais presque un incubateur de tendances et aussi de marques. Et justement, parmi les programmes d'accompagnement les plus intéressants, il y a le Sephora Accelerate. Sephora Accelerate, en fait, c'est un incubateur lancé en 2016 aux États-Unis et au Canada et qui accompagne chaque année une poignée de jeunes marques fondées par des entrepreneurs issus de communautés historiquement sous-représentées avec, à la clé, pour certaines, une intégration dans les rayons du géant mondial. Et donc, ce programme s'inscrit dans une logique à la fois stratégique et engagée, repérer les talents émergents et bien sûr enrichir le catalogue avec des marques encore inconnues mais prometteuses. Alors oui, les contrats entre Sephora et les marques sont stratégiques et non, on n'a pas tous les détails sur l'aspect financier, c'est souvent quand même confidentiel, mais on sait une chose, c'est que ce modèle hybride entre test, sélection, exclusivité et accompagnement permet à Sephora de garder une offre ultra fraîche, virale et rentable. Résultat, selon un rapport de Launchmetrics, entre juin et septembre 2022, Sephora a généré 264 millions de dollars en Media Impact Value, soit plus du double de son principal concurrent Ulta Beauty. Et puis, pour ce qui est du chiffre d'affaires, en 2022, Sephora génère plus de 12 milliards d'euros, faisant d'elle l'un des retailers les plus puissants du secteur, tous circuits confondus, et surtout la deuxième marque de LVMH derrière Vuitton. Qui décide si je suis belle ou pas? Cette question, on se la pose toutes. Est-ce que quelqu'un aimera ce visage? Qu'importe, c'est si puissant de se sentir belle. Et puis, les doutes reviennent. Suis-je en train de vieillir? Mais là, de nouveau, je ressens ce pouvoir. Le pouvoir d'être moi. The unlimited power of beauty. Sephora. Bon, alors, tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que Sephora traîne des grosses casseroles? Ou plutôt, est-ce que Sephora, c'est vraiment parfait? Alors, pas tout à fait, mais quand même pas loin. Si vous voulez, depuis plusieurs années, Sephora affiche clairement sa volonté de faire rimer beauté avec diversité, responsabilité sociale et même écologie. Et d'ailleurs, derrière les campagnes colorées et les slogans qui claquent, il y a un vrai programme structuré, Sephora Stands. Sephora Stands, c'est un programme qui regroupe tous les engagements sociétaux de l'enseigne avec des actions concrètes en faveur des femmes, en faveur des personnes LGBTQIA+, en faveur des communautés sous-représentées et en faveur de la planète. En France, l'entreprise réunit 86 nationalités différentes et 80% des managers sont des femmes. Et puis, pour ce qui est de l'environnement et de la santé des usagers, puisque c'est quand même une question aussi dans les cosmétiques, là aussi, Sephora a cette grosse promesse de vouloir être une marque plus verte, plus clean, plus consciente. Et d'ailleurs, depuis 2018, l'enseigne a lancé 2 labels assez intéressants. D'un côté, Clean at Sephora, qui atteste que les produits avec cette mention écartent tout ingrédient potentiellement problématique. Et l'autre, lancé en 2024, Planet Aware at Sephora, qui met en avant des marques qui font de leurs engagements environnementaux une priorité. Alors, on pourrait se dire que tout ça, c'est du washing, que c'est juste pour la com, et que derrière, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais force est de préciser que ces 2 labels sont bel et bien des labels avec des critères précis, qu'on peut d'ailleurs en plus retrouver facilement sur le site, et qui doivent être remplis par chaque marque pour être affichés sur leur fiche produit. Et en coulisses, l'enseigne s'est engagée à réduire de 50% l'empreinte carbone de ses magasins, bureaux et entrepôts d'ici 2026. Mais, que ce soit côté inclusivité ou autre, tout n'a pas toujours été tout rose non plus. Ça allait pas être parfait. En 2021, Sephora s'est vu infliger une amende de 200 000 € par la DGCCRF, l'autorité française chargée de la répression des fraudes. Et en cause,
certains produits vendus sous la marque Sephora Collection mettaient en avant des ingrédients stars comme la spiruline, l'aloe vera ou l'acide glycolique, alors que leur concentration réelle ne dépassait pas 0,2% du produit fini. Pas ouf, ce qui constitue une allégation trompeuse. Bon, malgré tout, ils ont réglé ça depuis, mais voilà. Ensuite, pour le côté plutôt inclusivité, eh bien, entre 2019 et 2021, Sephora a été confronté à plusieurs accusations de discrimination raciale dans certaines de ses boutiques américaines. Plusieurs clients noirs ont rapporté avoir été suivis dans les rayons, suspectés à tort de vol ou simplement mal accueillis. Et l'affaire, en fait, elle a pris d'autant plus d'ampleur quand en mai 2019, la chanteuse SZA a affirmé qu'un agent de sécurité avait été appelé pour vérifier qu'elle ne volait pas dans un magasin de Los Angeles. Pas terrible non plus. Face à la polémique, Sephora a quand même réagi rapidement. L'enseigne a bien sûr présenté des excuses publiques, mais aussi fermé tous ses magasins américains pendant une matinée entière afin de remettre les pendules à l'heure, en formant ses équipes à la diversité. Et puis surtout, elle a été le premier grand retailer à s'engager pour la 15% Pledge qui demande aux enseignes américaines de consacrer 15% de leur espace commercial à des marques fondées par des entrepreneurs noirs. Une manière finalement pour Sephora de passer des mots aux actes. Bon voilà, il y a quand même quelques casseroles, mais j'ai l'impression qu'ils les gèrent toujours assez bien et réagissent vite. Donc c'est pas encore parfait, mais les efforts sont là et la démarche est, je l'espère, plutôt sincère quand même. Et d'ailleurs, en 2024, Sephora a été récompensé par le World Retail Congress en recevant le prix de marque la plus aimée. Aujourd'hui, l'enseigne est présente dans plus de 34 pays avec plus de 3200 points de vente, plus de 30 sites e-commerce, 52 000 collaborateurs, 30 000 conseillers formés dans leur propre université interne. L'ambition est claire, continuer de croître, notamment en Asie et en Afrique, tout en personnalisant toujours plus l'expérience beauté. Et d'ailleurs, sur les ambitions, eh bien, le PDG actuel Guillaume Motte a confié son rêve de vouloir franchir le pas des 20 milliards d'euros de vente. Mais attention quand même, le contexte évolue. Avec la montée d'Amazon, de TikTok Shop et de marques en direct to consumer, la distribution beauté se réinvente. Un peu une menace pour Sephora, certes, mais là encore, l'enseigne réagit. Et c'est justement ça qui fait la force de Sephora, sa capacité à apprendre, à tester, à pivoter. Personnellement, je trouve qu'ils ont quand même tout compris, ils innovent sans cesse et ils essayent quand même vraiment de faire les choses bien pour toutes les parties prenantes. Il y a eu quelques scandales, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai l'impression que comme dans la plupart des énormes boîtes, bon, ils n'y échappent jamais. Mais comparé à d'autres, ça reste relativement limité. Évidemment, aucun sujet lié à ces polémiques, notamment les questions de racisme, n'est anodin ou acceptable. Mais ce qui fait la différence, c'est aussi la façon dont ces crises sont gérées. Et chez Sephora, on observe souvent quand même une réaction rapide, des mesures concrètes et une vraie volonté d'apprendre et de faire mieux. Donc l'inclusivité, l'accessibilité, le service, etc., tout ça, c'est pas juste du marketing creux. On sent que c'est là depuis longtemps et que ça fait partie de leur ADN. Et j'espère d'ailleurs sincèrement que ça continuera parce que Sephora, c'est pas Sephora pour rien. Ce qui est sûr, c'est que dans les rayons de Sephora, il y a du parfum, il y a du blush, mais il y a surtout une sacrée leçon de stratégie. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Alors, j'ai quand même hésité à faire cette vidéo parce qu'il n'y a pas de gros scandale croustillant comme dans l'histoire de Victoria's Secret ou d'American Apparel. Mais je me suis dit que justement, c'est ça aussi qui est intéressant. Là, on parle quand même d'un leader mondial de la distribution beauté. Donc voilà, on peut échanger en commentaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez plus de détails, parce que bon, je pouvais pas non plus parler de tout, parce que sinon ça aurait été 100 fois trop long. Déjà, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop long. Mais on peut du coup échanger en commentaire. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très vite. Salut!